de 130 éléments qui assuraient encore la mission logistique française à la base militaire de l'aéroport de Bangui-Mpoko. Leur départ est prévu pour la fin d'année 2022 et l'annonce du président Emmanuel Macron est attendue dans les prochains jours. Et puis Éthiopie, reprise des affrontements au Tigré. Des affrontements ont eu lieu à Amara ainsi qu'à Afar. Le conflit qui perdure depuis plusieurs mois, notamment 21 mois du côté du Tigré, a fait moins de 5 morts le 24 août 2022. Les pourparlers en marche en vue d'aboutir à des négociations de paix tardent à trouver chemin. On en parle dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Journal sur For You Télévision et merci de nous recevoir chez vous. Je vous l'annonçais en titre. Démarrons donc par l'actualité du côté de la République centrafricaine où plusieurs 130 derniers éléments qui assuraient encore la mission logistique française à la base aérienne du côté de Bangui-Mpoko devront quitter leur quartier d'ici la fin de l'année. L'annonce devra être faite par le président français Emmanuel Macron la semaine prochaine lors de la conférence des ambassadeurs. Noira a suivi pour nous cette actualité, son reportage. L'information n'est pas encore officielle certes, mais si l'on s'en tient au site d'information Africa Intelligence qui a publié celle-ci dans sa parution du 25 août 2022, la décision devrait être actée par l'annonce la semaine prochaine du président français Emmanuel Macron lors de la prochaine conférence des ambassadeurs et ambassadrices les 1er et 2 septembre 2022. Après 62 ans de collaboration, les derniers éléments de l'armée française qui assuraient encore la mission de logistique en terre centrafricaine devront quitter les lieux d'ici fin novembre. L'obtention de la fermeture ayant été faite au cours d'un conseil ministériel tenu cet été. Selon nos confrères d'Africa Intelligence, la raison de ce départ est la présence des troupes militaires russes sur le sol centrafricain. En effet, il faut dire que depuis l'arrivée des troupes militaires russes en RCA en 2018, la relation entre les militaires français et les autorités locales n'a cessé de se dégrader jusqu'au gel de la coopération en avril 2022 décidé par Paris. Soulignons toujours que, à cause de l'intervention russe, l'armée française a quitté définitivement la base malienne de Gao il y a quelques jours. Ce sont donc 130 éléments de la mission logistique qui devraient quitter l'aéroport de Bangui-Mpoko dans les prochains mois après 62 ans de collaboration. Tout a commencé à l'indépendance à l'ouverture d'une base aérienne française, laquelle sera fermée en 1965, mais n'interrompra pas la formation de l'armée centrafricaine par les militaires français, tels que le soulignent nos confrères. Le site d'information nous fait savoir qu'après l'influence relevée de la Libye à Bangui, l'opération Barracuda, visant à destituer l'empereur Bokassa, sera montée par Paris le 21 septembre 1979. Dès cet instant, on retrouvera près de 1500 soldats français dans les bases de Bangui et Bouar jusqu'en 1998 et la professionnalisation de l'armée centrafricaine. En 2003, la présence militaire française est requise dans l'opération Boali en vue d'encadrer l'armée centrafricaine face à la montée en puissance des groupes armés au nord du pays, ce qui conduira à l'intervention française en 2007 avec l'opération Sangaris, dont l'action se fera ressentir en décembre 2013 au pic de la guerre civile. Sangaris va compter jusqu'à 2000 hommes de 2014 à 2015. En Éthiopie à présent, particulièrement et spécialement dans les régions d'Amara et Afar, des affrontements se sont fait ressentir entre les groupes rebelles du Tigré et l'armée fédérale de l'Éthiopie. Et tandis que chacun se jette la faute, il faut rappeler que ces combats ont fait au moins 5 morts. Les pourparlers en marche pour les négociations continuent de rester en stand-by. Je vous propose ce reportage. Depuis 48 heures, en Éthiopie, des affrontements se font ressentir entre l'armée fédérale et les groupes rebelles du Tigré, précisément dans les régions de l'Amara et de l'Afar. Le conflit perdure depuis une vingtaine de mois et a fait plusieurs milliers de morts déjà. Dans l'attaque du 24 août 2022, un bilan fait état de 4 morts, pendant que les groupes rebelles du Tigré accusent le gouvernement et son armée d'avoir ouvert les hostilités. Ceux-ci s'en lavent les mains. Dans une communication, le 25 août, le vice-premier ministre éthiopien, Demeke Mekonnen, a affirmé que le gouvernement est prêt à défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté de la nation, mais toutefois est décidé, je cite, à utiliser des moyens pacifiques pour mettre fin au conflit. Fin de citation. Les pourparlers en marche, en vue d'aboutir à des négociations de paix, ne trouvent malheureusement pas chemin frayé depuis plusieurs mois. Les groupes rebelles du Tigré
sont tancés de responsables dans le ralentissement des accords. C'est que ceci impose des conditions, notamment un retour au préalable des services bancaires, des télécommunications et l'énergie électrique, mais aussi refuse la présence d'Olusegun Obasanjo, ancien président nigérien, comme médiateur dans le conflit. Il est le représentant de l'Union africaine. Debretsion Gebre-Michael a tout de même affirmé, sans plus, avoir eu des discussions directes avec les militaires du gouvernement, mais reproche toujours le non-respect des engagements pris par le gouvernement éthiopien. La crise, elle a débuté en novembre 2020 et a déjà entraîné près de 3 millions de déplacés. Elle tire sa souche d'une rébellion du Front de libération du peuple du Tigré contre le gouvernement fédéral du Premier ministre d'Abiy Ahmed, qui voulait couper court le système politique en place depuis 1994. Le Parti de la Prospérité avait alors mené ses propres élections et était entré en conflit ouvert avec le gouvernement fédéral. Et dans ce journal, on reparle de l'arrestation de Pulchéri Ballet, membre de la société civile en Côte d'Ivoire. C'est que dans un communiqué rendu public le jeudi 25 août 2022, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a souligné, s'appuyant sur des éléments fondamentaux, et demandé notamment la libération sans condition de cette dernière, en rappelant que l'état de droit de la Côte d'Ivoire permettait des libertés ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine, la justice et la bonne gouvernance. Celui-ci demande sans condition la libération de Pulchéri Ballet. Nguéné a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son compte rendu. Face au contexte sociopolitique marqué par la cherté de la vie, l'arrestation des 49 militaires dans les conditions non encore élucidées au Mali, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire recommande au gouvernement la voie de la paix, de l'unité, de la réconciliation et de la solidarité. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Et qui dit état de droit, dit forcément présomption d'absence, interdiction de l'arbitraire dans les procédures d'arrestation, de poursuite et de détention. Aussi, s'appuyant sur ces éléments fondamentaux de la Constitution ivoirienne, le PPACI exige la libération sans condition de Pulchéri Ballet. Par ailleurs, jugeant l'arrestation de la présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne comme un acharnement, le parti de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo note avec regret qu'à chaque fois, les autorités policières usent de méthodes peu respectueuses des règles de procédure dont la Côte d'Ivoire s'est dotée dans plusieurs instruments juridiques nationaux et internationaux. Selon le même communiqué, les reproches faits à Pulchéri Ballet défient les droits qui sont proclamés et garantis par la Constitution, notamment celle de 2016, votée sous le régime actuel et qui consacre toujours la République la troisième, tout en rappelant que selon la Constitution ivoirienne, la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie. Le PPACI souligne en conséquence que ses responsables devraient pouvoir jouir de leur liberté d'opinion et de manifester sans pouvoir être inquiétés, en rappelant que le PPACI est partisan de l'avènement d'un état de droit en Côte d'Ivoire. Le parti fondé le 17 octobre 2021 exige que les autorités gouvernementales veillent à ce que les actes des autorités administratives et policières s'y conforment scrupuleusement. Et parlons à présent de la visite d'Emmanuel Macron sur le sol algérien. Eh bien, celui-ci la poursuit d'ailleurs jusqu'à demain, 27 août 2022. Emmanuel Macron a estimé ce vendredi 26 août que la recherche de la vérité et de la reconnaissance était plus importante que la repentance sur les questions de la colonisation et de la guerre d'Algérie qui empoisonne la relation entre Paris et Alger. Par ailleurs, il a effectué le vendredi 26 août 2022 une longue visite au cimetière européen de Saint-Eugène dans la banlieue d'Alger. Le président français et son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune ont scellé le 25 août leur réconciliation après des mois de brouille diplomatique, notamment autour de la question de la colonisation française entre 1830 et 1962. C'est donc sous un soleil de
plan que Emmanuel Macron a d'abord déposé une gerbe de fleurs devant le monument aux morts pour la France avant que le chœur de l'armée française entonne la Marseillaise dans le principal cimetière d'Alger du temps de la colonisation française. Le président français était accompagné du ministre de la Défense Sébastien Lecornu et de représentants d'associations d'anciens combattants. C'est une histoire d'amour qui a sa part de tragique. Non mais il faut pouvoir se fâcher pour se réconcilier. Et moi j'essaie, depuis que je suis président de la République et même avant, de regarder notre passé en face. Je le fais sans complaisance. Et donc j'entends souvent, au fond, sur la question mémorielle, la question franco-algérienne, nous sommes comme sommés en permanence de choisir. Et il faudrait dire, choisissez la fierté ou la repentance. Moi je veux la vérité et la reconnaissance. La vérité et la reconnaissance, sinon on n'avancera jamais. Moi je ne suis pas un enfant de la guerre d'Algérie. Ma famille non plus, mais je sais une chose. La France ne peut pas avancer sur ce sujet. Et l'Algérie non plus. Pourquoi? Parce que nos histoires sont liées. Parce que la place que représente l'Algérie avec le nombre de binationaux, de Français d'origine algérienne, d'Algériens vivant en France aujourd'hui, fait qu'il y a des millions de Françaises et de Français binationaux qui sont concernés par cette histoire. Si j'ajoute à ça les harkis et leurs descendants, les rapatriés et leurs descendants, sont encore plus de millions de Français. Et c'est pareil pour l'Algérie. Nous avons été ici pendant un siècle et demi. Et donc cette histoire, on doit la regarder en face avec courage, avec lucidité, avec vérité. C'est ce que je fais depuis 5 ans. Et je le fais d'abord avant tout pour la France, parce que c'est la matrice du problème mémoriel que nous avons avec tant et tant de pays. Je crois que beaucoup de choses ont été faites par nos historiens, ensuite politiquement, comme jamais nous ne l'avions fait. Ce que nous avons acté ensemble hier avec le président Tebboune, c'est une avancée à mes yeux qui est historique aussi, puisque pour la première fois ensemble, on a dit nous allons mandater une commission mixte d'historiens. 5 à 6 historiens de chaque côté. On va leur ouvrir la totalité des archives. J'ai, dans les périodes récentes, ouvert des archives qui étaient encore fermées. Ils auront évidemment accès à celles-ci, mais le président algérien m'a dit j'ouvre aussi les miennes. Et de la période 1830 jusqu'à la fin de la guerre, de pouvoir donner à cette commission la possibilité de travailler sur tout. Les premiers temps de la colonisation, avec leur dureté, avec la brutalité, avec ces événements si importants pour la nation algérienne et sur lesquels il faut revenir, jusque, par exemple, le travail qui est fait sur les disparus, qui était une commission administrative et qui doit revenir aux historiens. Et donc tout ça, on va laisser les historiens travailler et on va leur demander de nous donner les travaux, qui sont peut-être des premiers travaux, d'ici 1 an. Et ensuite, nous jalonnerons ce travail avec des gestes communs. Ça, je crois que c'est une avancée considérable pour ce travail de vérité, de reconnaissance qui est un des socles pour construire la relation d'avenir. Sinon, on bégaye en permanence. Et parlons à présent de coopération entre Chine et Afrique. Le ministre des Affaires étrangères en Chine, Wang Yi, a annoncé il y a quelques jours l'annulation de 23 dettes à 17 pays africains. C'était dans le cadre de l'annulation, bien sûr, des dettes de quelques pays africains. On revient sur cette annonce dans ce reportage. Regardez. Pékin ne veut pas seulement annuler la dette chinoise en Afrique, mais également souhaite renforcer son implication sur le continent et apporter des aides alimentaires, économiques et militaires, ainsi que soutenir l'Union africaine dans son entrée prochaine au G20. Il y a quelques jours, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a annoncé que la Chine comptait annuler 23 prêts sans intérêt arrivés à échéance en fin 2021. Ceux-ci sont repartis dans 17 pays d'Afrique. Même si le montant et les pays concernés n'ont pas été officiellement cités par le gouvernement chinois, il peut être estimé à plus de 150 milliards de dollars, somme prêtée en Afrique depuis le début du XXIe siècle, notamment par la China Exim Bank à hauteur de 60% et la China Development Bank avec une participation d'un taux de 25%. Quant au pays, l'on note que la Chine est en pole position des créanciers bilatéraux de la République démocratique du Congo à 42%, du Cameroun à 29%,
de la Zambie et du Togo, respectivement à 25 et 24% pour ne citer que cela. Et si Pékin est accusé d'accorder des sommes exorbitantes avec des reparties opaques par l'Occident, il a tenu à rappeler qu'en 19 ans, la Chine a annulé des milliards de dollars et restructuré environ 15 milliards de dollars de dettes, donc 5,7 milliards dans le cadre du plan d'allègement de la dette du G20. La Chine est le premier partenaire économique de l'Afrique depuis plusieurs années et continue d'être l'ennemi à abattre en Afrique en termes de partenariat et de coopération sur le territoire par les États-Unis et la France. Pékin a déclaré vouloir mettre en place aujourd'hui une, je cite, coopération multipartite avec l'Afrique qui apporte des résultats gagnant-gagnant. Et parlons toujours d'économie dans ce journal, cette fois-ci escale au Cameroun, où l'État espère une croissance de 4,6% en 2023. C'est en tout cas ce qui ressort de la circulaire du président Paul Biya, qui a été signée le 23 août 2022. Celle-ci est relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2023. Notre reporter a suivi pour nous cette actualité reportage. La prochaine loi de finances devra se distinguer par l'optimisation de la mobilisation des recettes non pétrolières et l'amélioration des dépenses publiques et leur efficacité. Ceci en droite ligne avec la volonté du chef de l'État camerounais Paul Biya, qu'il a d'ailleurs décliné dans une circulaire datée du 23 août 2022. Dans la mesure où cette feuille de route est respectée, le produit intérieur brut PIB devrait croître de 0,6% et se fixer à 4,6% en 2023. Le déficit constaté sera celui du compte courant, soit 2,5% du PIB. Dans le chronogramme du président camerounais Paul Biya, en pole position, l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales internes. Pour ce faire, il faudra passer par l'élargissement de l'assiette fiscale, ainsi que la sécurisation du circuit des collectes des recettes et la lutte renforcée contre l'évasion fiscale. Le ministre des Finances et ses collaborateurs sont appelés à une parfaite transparence dans les prévisions budgétaires. Parmi les priorités de la feuille de route à adopter figure aussi la poursuite des actions de gestion prévisionnelle, des effectifs et des compétences, le contrôle et la sécurisation du fichier des ayants droit ainsi que l'assainissement des prestations sociales liées à la solde. Il s'agira aussi, pour le bon fonctionnement budgétaire, de mettre un point d'honneur sur la finalisation et la mise en service des grands projets et la poursuite de la préparation des grands projets de deuxième génération, la limitation de la dépense aux importations et l'augmentation de la production locale. Ce budget devrait inclure la poursuite des travaux de reconstruction dans le nord-ouest et le sud-ouest, zone en crise depuis plusieurs années. Et voilà qui met fin à ce journal sur For You Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Les programmes et l'information se poursuivent. Au revoir, Yamoussoukro.